Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Anna Aurkenreglin, danseuse de cabaret. La lumière à l'ombre, 2009. Pierre Avidal-Naquet, faire avec le cancer dans le monde du travail, 2009. Jean-Charles Bérardi, prolégomène à une sociologie de l'art. Les formes élémentaires de l'échange artistique et son procès. Tome 2, Analyse et modèle, 2009. Jean-Charles Bérardi, prolégomène à une sociologie de l'art. Les formes élémentaires de l'échange artistique et son procès. Tome 1, Problématique et méthodologie, 2009. Marianne Debouzy, Le monde du travail aux États-Unis, Les temps difficiles, 1980-2005, 2009. Roland Guillon, Sociologie de la division du travail, 2009. Damien Lagazere, Le masochisme social, 2009. Francis Courteau, Brian Ferneaou, Figure et dialogue, 2009. Jean Foucard, Fluidité sociale et souffrance, 2009. Olivier Meuchler et Olivier Thévenin, Dire Les territoires de la démocratisation culturelle, 2009. Lionel Arnaud, Sylvie Olitro, Sophie Rétif et Valérie Salapala, Dire Mobilisation, domination, identité, 2009. Alain Berger, Pascal Chevalier, Geneviève Cortès, Marc Dedezire, Héritage et trajectoire rurale en Europe, 2009. Adeline Cherki et Philippe Amann, Dire Production et revendication d'identité. Éléments d'analyse sociologique, 2009. Christophe Colera, Les services juridiques des administrations centrales, 2009. Virginie Garcia et Guillaume Tiffon-Cor, Le sociologue en train de se faire, 2009. Marie-Thérèse Rapiau et Jean Riondet-Cor, Le recrutement des infirmières, de la formation aux pratiques d'une profession de santé, 2009. Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont bien voulu me consacrer un ou plusieurs entretiens, dans le cadre de cette étude, et me faire part de leur expérience. Je leur dédie ce livre. J'ai pris le parti de modifier systématiquement leurs prénoms, pour respecter leur anonymat. Et j'ai pris soin d'enlever les précisions qui permettraient de les identifier. Je remercie très sincèrement François Dubay, qui, en m'incitant à prendre rigoureusement en compte les observations que j'ai pu recueillir sur le terrain, m'a permis de construire peu à peu cet objet d'étude. Je lui suis reconnaissant de m'avoir encouragé et aidé à publier ce travail. Je remercie chaleureusement Céline Gasquet du Centre d'études et de recherche sur les qualifications, CEREQ, des informations qu'elle m'a transmises. Et je remercie tout particulièrement Sophie. Ce projet et cet ouvrage n'auraient jamais vu le jour sans l'aide quotidienne qu'elle m'a apportée dans notre vie commune pour le mener à bien. Préface. Les jeunes issus de l'immigration. Combien faut-il de générations pour ne plus en être issus? Sont enfermés dans des clichés bien connus et abondamment répandus. Surtout quand se profilent des élections, ils seraient tous des délinquants, des chômeurs, des jeunes en échec scolaire, des émeutiers, des intégristes et des machistes persécutant les filles. Et quand ils ne sont pas trop méchants, ils deviennent trop gentils. Victimes du racisme ambiant, ils se transformeraient en héros acharnés au travail et désireux de réussir, stars médiatiques, entrepreneurs. Ils prépareraient tous ou presque leur entrée dans les grandes écoles pendant que toutes les filles réussiraient à l'école et adhéreraient à une culture démocratique les libérant du poids des traditions. En réalité, ces jeunes-là n'existent pas vraiment. Ils ne sont que le reflet de nos fantasmes et de nos peurs. D'un côté, il reste les classes dangereuses qui, venues de l'étranger et des anciennes colonies, menacent la paix civile, la sécurité de chacun et l'unité de la nation. D'un autre côté,
Ils s'intègrent et réussissent à se fondre dans une France républicaine toujours capable d'accueillir généreusement ceux qui en acceptent les lois et la culture. Le grand mérite du livre de Jacques Chavannes est d'être allé voir et écouter ces jeunes dans quelques-unes de ces cités banales où ils sont si nombreux. Les constats les plus simples étant les meilleurs, il apparaît d'abord que si les taux de chômage y sont bien plus élevés qu'ailleurs, la majorité des habitants travaillent et la majorité des jeunes aussi. Bien sûr, ces jeunes galèrent quelques années. Bien sûr, ils ne disposent pas des réseaux qui permettent de trouver facilement de l'emploi. Bien sûr, ils se heurtent aux 1000 formes plus ou moins subtiles de la discrimination. Et un peu plus du tiers d'entre eux restent durablement à l'écart du marché du travail. Mais de manière plus ou moins stable, plus de la moitié d'entre eux finissent par trouver un emploi, par fonder une famille et par se dissoudre dans l'invisibilité banale des travailleurs plus ou moins qualifiés et plus ou moins bien payés. À terme, ces jeunes occuperont des emplois peu qualifiés, moins qualifiés que ceux de leur classe d'âge dans l'ensemble de la population, à l'exception toutefois de quelques professions intermédiaires et des professions de l'action sociale et de l'animation où ils sont très présents puisque l'on suppose qu'ils seront mieux armés pour prendre en charge ceux qui leur ressemblent. Il est vrai que leur niveau scolaire est moins élevé que celui des autres jeunes. Ils sont plus nombreux à être dépourvus de diplômes et de qualifications professionnelles. Et quand ils ont des diplômes, ceux-ci sont moins rentables pour eux que pour les autres. Il est donc clair que les jeunes issus de l'immigration se heurtent à de nombreux obstacles, encore plus importants quand leurs parents ne sont pas nés en France. La plupart des jeunes des quartiers ne connaissent pas le parcours parfait qui est censé les conduire directement du diplôme à l'emploi stable. Au terme de leurs études, ils accumulent les petits jobs et les emplois occasionnels grâce au réseau des relations et des services rendus qui sont l'essentiel du capital social de la cité. À ce propos, Jacques Chavannes met en lumière le rôle des passeurs, des copains, des aînés, des parents ayant déjà un emploi qui entr'ouvrent les portes et mettent le pied à l'étrier. À l'heure où l'on accuse souvent le monde des cités d'être des territoires sauvages, sans droit et sans solidarité, c'est une toute autre image qui se dégage. La cité est aussi un ensemble de ressources, de liens et de réseaux qui permettent à beaucoup de jeunes de trouver des emplois au terme de quelques années chaotiques. À l'heure où l'on déplore la fin des solidarités populaires et le triomphe de l'égoïsme, il faut souligner le fait que les cités sont la principale ressource de ceux qui y vivent. Il est bon de le rappeler, contre l'image essentiellement négative donnée par les médias. Mis à l'écart, les habitants finissent pas ne compter que sur eux-mêmes et sont bien loin des assistés que l'on ne cesse de condamner, selon la vieille tendance consistant à blâmer les victimes. Contrairement à une idée reçue largement répandue elle aussi, les familles immigrées, arrivées récemment, croient à l'école et aux études. Elles y croient même beaucoup trop quand elles poussent leurs enfants à faire les études les plus longues possibles, quand elles croient bien plus que les autres que l'école fera de chacun de leurs enfants un médecin, un cadre, un ingénieur ou plus modestement, un fonctionnaire. Au fond, ces familles prennent les promesses de l'école publique au pied de la lettre et croient que leurs enfants accompliront les rêves d'un projet migratoire quand on n'a pas quitté son pays pour être manœuvre, mais pour que les enfants réussissent. Or cette croyance n'est pas appuyée sur les 1000 compétences culturelles et sociales qui permettent de réussir vraiment les meilleures études. Pour réaliser des études longues et efficaces, il faut non seulement en avoir envie, mais il faut que les familles possèdent les ressources et les clés de la réussite, notamment les codes culturels qui la conditionnent. Il faut aussi que les établissements scolaires qu'ils fréquentent ne concentrent pas les élèves les plus fragiles et n'accumulent pas les difficultés. Aussi, l'expérience scolaire de ces jeunes est-elle profondément contradictoire. D'un côté, les familles croient naïvement que l'école promet aux destins les plus glorieux. De l'autre côté, les élèves connaissent des réussites bien plus modestes. Il se crée donc une sorte de mensonge, de faux semblant dans lequel les jeunes se sentent investis du devoir de réussir pour leurs parents tout en sachant qu'ils ne tiendront pas cet engagement. Bien souvent, ils poursuivent leurs études longtemps dans les voies les moins prestigieuses et les moins efficaces sans que leurs parents mesurent véritablement le sens et la valeur de cette scolarité. Alors, ceux qui s'en sortent doivent, à un moment ou à un autre, malheureusement accepter leur destin social, accepter d'occuper les emplois peu qualifiés que le marché du travail continue à leur assigner. Ces enfants de travailleurs peu qualifiés deviennent à leur tour des travailleurs peu qualifiés et s'inscrivent dans la longue chaîne de la reproduction des inégalités sociales. C'est là la seule manière d'échapper à l'exclusion, à la galère et à des destins plus pénibles encore.
Pour entrer dans le travail, il faut aussi rompre, une seconde fois, pas seulement avec les rêves de succès des familles, mais aussi avec la société juvénile de la cité. Car s'il existe dans le quartier des passeurs et des relais qui branchent les jeunes sur l'emploi, il existe aussi un monde juvénile qui en détourne. Un monde qui valorise le look, les styles et les manières de s'exprimer dont les employeurs ne veulent pas. Il existe une camaraderie et des valeurs qui refusent les boulots de merde, le renoncement, la tristesse et le sérieux du travail de ceux qui finissent par se ranger, et par perdre ainsi un peu de l'estime de leurs amis qui semblent ne renoncer ni à leurs rêves ni à leur style de vie. En renonçant à une partie de leur jeunesse, ces jeunes qui travaillent ressemblent comme des frères aux jeunes ouvriers de la société industrielle qui longtemps ont essayé de différer le moment d'entrer dans la vie adulte trop sérieuse et trop triste, à l'image de celle de leurs parents. Quand on y regarde de près, et quand on se défait de tous les clichés, y compris de ceux que les individus aiment bien donner à voir aux étrangers à la cité, le parcours social de ces jeunes ressemble à celui de tous les jeunes ouvriers. Mais à la différence des jeunes perçus comme des Français de souche, il leur faut rompre 2 fois. Une fois avec leur famille, une fois avec la société des jeunes du quartier. Et comme ils se heurtent aussi à la méfiance des employeurs et des institutions, ce qui pouvait être un destin naturel devient une épreuve. Il faut se battre pour travailler. Dès lors, Jacques Chavannes nous montre comment les qualités personnelles, l'énergie, le courage et la nature des relations familiales deviennent des facteurs décisifs de l'intégration professionnelle. Au plus loin des ouvrages spectaculaires et scandalisés sur les jeunes des quartiers, la Cité au travail décrit les pièges dans lesquels notre société enferme ces jeunes. Elle leur fait des promesses scolaires qu'elle ne peut tenir, notamment parce qu'elle les enferme dans des ghettos. Elle leur rappelle aussi qu'ils ne sont pas exactement des Français comme les autres. Et pourtant, la plupart d'entre eux finissent par travailler. Mais à quel prix ? Au moment où l'on met en exergue les incivilités et la délinquance des jeunes des quartiers comme si elle était la règle commune, au moment où l'on promet à quelques-uns un accès homéopathique aux grandes écoles, le livre de Jacques Chavannes nous ramène à la réalité la plus banale et la moins spectaculaire, celle des jeunes qui s'acharnent à trouver une place et qui parfois découvrent dans le monde du travail des possibilités de réalisation et de promotion que ni l'école ni les services sociaux ne leur offraient. C'est donc à partir de là qu'il nous faut aider ces jeunes à sortir des pièges dans lesquels nous les avons enfermés. Même quand la modestie de leur parcours nous paraît indigne des aspirations de la plupart des classes moyennes, elle est restée la réalité des classes populaires. Réalité que nous finissons par ne plus voir tant nous préférons dénoncer ou condamner. François Dubay. Introduction. Personne n'imagine qu'ils sont si nombreux. Ils font partie du peuple silencieux des cités, et se font à peine remarquer. Ils prennent leur service discrètement, au petit matin, ou la nuit venue, loin, à la périphérie des villes, ou bien ils exercent leur activité au cœur de ces zones urbaines sensibles, ZUS, où l'on n'ose plus s'aventurer sans une bonne raison tant elles sont décriées. Les uns, manutentionnaires ou caristes, chargent les marchandises les plus diverses dans les semi-remorques, sous la lumière froide et métallique des grandes plateformes logistiques. Les autres, agents d'entretien, nettoient aux aurores les moquettes défraîchies des bureaux ou les toilettes malodorantes des usines. D'autres encore, animateurs, ne sortent pas de l'enceinte de leur maison de quartier, au pied des tours hérissées d'antennes paraboliques et de linge coloré séchant sur les balcons. Ils sont vêtus de jeans, de baskets, de t-shirts ou de polos de marque claire, et ils ressemblent tellement aux grands adolescents à la peau mate qu'ils sont tenus d'encadrer, au milieu des cris et des invectives, qu'il est nécessaire de les connaître pour les en distinguer. Ils ont 20 à 25 ans. Parfois davantage. Ils ont grandi dans ces banlieues déshéritées où leurs parents, nés au Maghreb, ont fini par s'échouer après avoir traversé la Méditerranée. Et ils possèdent une caractéristique insoupçonnée, recherchée, que d'aucuns leur envieraient peut-être, si leurs activités n'étaient pas si dévalorisées et leurs salaires si modestes, ils travaillent. Ossine, par exemple, âgé de 20 ans, est logisticien dans une grande enseigne de bricolage de l'agglomération orléanaise. Il est le 3e enfant d'une famille d'origine marocaine, installée depuis une 30aine d'années dans une ZUS d'Orléans. Il a abandonné ses études sans diplôme, à l'âge de 17 ans et demi. Il a galéré durant 6 mois, faute d'avoir pu travailler avant d'avoir 18 ans. Mais il s'est vite rattrapé après.
Il a effectué de nombreuses missions d'intérim à partir de sa majorité. Puis il a entrepris une formation qualifiante courte dans le domaine de la logistique. Et il a fini par décrocher un contrat à durée indéterminée, CDI, à plein temps, à l'âge de 19 ans, dans l'entreprise qu'il emploie aujourd'hui, où il a d'abord fait un stage et 2 ou 3 contrats à durée déterminée, CDD. Samia est originaire du même quartier. Elle est entrée dans la vie active à 18 ans, sans aucune qualification, découragée après avoir raté 2 fois de suite un BEP de secrétariat. Elle est devenue femme de ménage intérimaire en entreprise durant 1 an et demi. Puis, lasse de ce travail ingrat, usant, elle a décidé de suivre une formation en alternance de 10 mois dans le domaine du tourisme. Et elle a été recrutée quelques mois après en CDI, à l'âge de 22 ans, dans un hôtel de l'agglomération orléanaise, où elle est dorénavant réceptionniste de nuit. Ossine et Samia ne sont pas des exceptions, bien au contraire. Les jeunes d'origine maghrébine qui grandissent dans les cités ne sont pas tous des enfants de chômeurs et des enragés en puissance, qui n'ont pas d'autre choix que de recourir à l'économie souterraine et au trafic de drogue pour répondre à l'exclusion qui est la leur. La majorité d'entre eux travaillent, 3 ans après leur entrée dans la vie active. 64% des jeunes dont les 2 parents sont nés au Maghreb et qui résidaient en ZUS en 1998, lorsqu'ils ont arrêté leurs études, étaient en emploi. En 2001, 3 ans plus tard, selon une enquête statistique de Thomas Coupier et Céline Gasquet 2007-2. Les jeunes d'origine maghrébine des cités en emploi, 3 ans après leur sortie de formation initiale, sont sûrement moins nombreux à l'heure actuelle, en raison de la détérioration de la conjoncture économique qui a débuté en 2002. Et la crise qui s'étend depuis l'automne 2008 risque de porter le chômage à un niveau jamais atteint dans les cités et de remettre en cause l'accès majoritaire à l'emploi de ces jeunes. Leurs difficultés sont réelles. Ils font l'objet de discriminations raciales incontestables en vue d'accéder à un emploi. Ils connaissent un taux de chômage 2 à 3 fois plus élevé que celui des jeunes d'origine française. Ils accèdent moins facilement que les autres aux emplois à durée indéterminée et un peu plus du tiers d'entre eux vivent durablement en marge du marché du travail. Mais les jeunes d'origine maghrébine issus des US sont susceptibles de connaître des trajectoires d'entrée dans la vie active diversifiées. Et leur insertion semble à la fois sous-estimée et déformée. Quelques études ont été menées sur les jeunes de banlieue en emploi. Mais elles surévaluent souvent leur situation en raison de l'ampleur des difficultés qu'ils ont dû surmonter pour travailler. Elles mettent en avant ces jeunes qui s'en sortent, à l'instar de Patrick Dubéchaud et de Pierre Lequéot, 1998-3, ou ces Français de banlieue qui réussissent, à l'instar d'Azouz Begag, 2002. Or ces notions sont très subjectives. Elles prêtent à confusion. Elles reposent sur un jugement de valeur qui empêche de discerner un aspect essentiel de la question. La plupart de ces jeunes ne sont pas sortis de leurs conditions, justement. Ils n'ont pas forcément réussi. Ils occupent en majorité des emplois non qualifiés ou peu qualifiés, à l'instar d'Ossine ou de Samia, et faiblement rémunérés. La stabilité de leur situation dans la vie professionnelle demeure plus fragile que celle des jeunes d'origine française, et ils sont loin d'être tout satisfaits de leur sort. Ils apprécient l'autonomie que leur procure leur travail, mais ils ont dû d'abord et avant tout composer avec le possible, avec le faisable, avec les perspectives qu'a pu leur offrir le marché du travail. La mobilité sociale, en effet, reste le plus souvent fermée aux jeunes d'origine maghrébine. Non seulement parce que beaucoup d'entre eux demeurent au banc de l'école, mais aussi parce que bon nombre d'entre eux sont orientés vers les filières les moins valorisées de l'enseignement secondaire, en secrétariat, comptabilité ou gestion notamment, ou les plus exposés aux aléas de la conjoncture économique, CAP, BEP et Bac Pro industriel. Les diplômes qu'ils possèdent en général ne leur garantissent rien, ils ne les protègent pas des phénomènes discriminatoires dans l'accès à l'emploi, à moins d'accepter les tâches ingrates que continue de leur assigner le marché du travail, pour répondre aux multiples besoins de main-d'œuvre non qualifiée à pourvoir, nettoyage, entretien, manutention, gardiennage, transport, travaux publics, etc. Mais cela soulève une difficulté considérable, car cela contredit le désir fondamental d'égalité des jeunes d'origine maghrébine. Ces derniers ne souhaitent pas exercer les professions souvent très dévalorisées et harassantes de leurs parents. Ils veulent vivre comme les autres, et ils sont avant tout soucieux d'accéder aux mêmes carrières que les jeunes Français,
d'obtenir une situation professionnelle comparable à celle des membres de leur génération. Le travail est à leurs yeux bien plus qu'un moyen de subvenir à leurs besoins. Il est le support de l'image de soi, de la place de chacun dans la société, de l'intégration sociale. Et toute la question est de savoir, à partir de là, comment peut s'opérer l'ajustement entre les aspirations des jeunes et la place que leur réserve le marché du travail. Cela n'a rien d'évident. Beaucoup de jeunes des cités sont conscients qu'ils ne luttent pas à armes égales avec leurs concurrents dans la compétition scolaire et dans la recherche d'emploi. Ils refusent de jouer la partie, puisque la règle est injuste. Et leur inactivité, de ce point de vue, peut être perçue comme une manière de s'opposer au sort qui leur est fait. Elle constitue une forme de résistance. Les autres, ceux qui travaillent, ont dû pour la plupart différer leurs espoirs, y renoncer en partie ou esquisser une sorte de compromis avec le marché du travail, à l'exception sans doute d'une petite minorité qui a effectivement réussi. Ce processus d'adaptation, ou non, des aspirations aux réalités, aux possibilités d'emploi, constitue précisément l'objet de ce travail. Celui-ci a été entrepris, à l'origine, dans le cadre d'un cursus universitaire en sociologie sous la direction de François Dubay, Chavannes, 2006-2002. Il s'inscrit dans le prolongement d'une enquête statistique approfondie de Frédéric Lenné et Marez Ogba 2005, réalisée auprès d'un échantillon de 5000 jeunes issus de l'immigration 4, qui a permis d'identifier la nature des postes que ces jeunes occupent le plus fréquemment et les grandes caractéristiques de leur parcours scolaire. Et il s'est attaché à comprendre comment, et non pourquoi, les jeunes qui ont un emploi sont parvenus à travailler, et comment à l'inverse, les jeunes au chômage ou en grande précarité, en sont arrivés là. Il n'a pas cherché à mettre à jour des causes, des facteurs susceptibles d'expliquer la situation des uns ou des autres. Il s'est efforcé de comprendre des processus, des trajectoires et de restituer leur logique interne. L'étude repose pour cette raison sur une approche qualitative et sur des entretiens semi-directifs, menés avec une vingtaine de jeunes d'origine maghrébine, résidant principalement dans les us de l'agglomération orléanaise 5. Ceux-ci sont tous des jeunes de la deuxième génération d'immigrés, c'est-à-dire des jeunes dont le père et la mère sont nés au Maghreb. 2 raisons ont motivé le choix de cibler les recherches sur cette catégorie de population. Les jeunes d'origine maghrébine des cités en premier lieu, sont les plus montrés du doigt. Une image insidieuse tend à assimiler la majorité d'entre eux à des délinquants alors que ce n'est pas vrai. 6. Leurs trajectoires en second lieu, sont à bien des égards comparables à celles de tous les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés, quelle que soit leur origine. Elles sont marquées par l'éclatement du travail et la précarité salariale. Mais les jeunes d'origine maghrébine tendent à cumuler les difficultés sur le marché du travail et rencontrent des écueils spécifiques, en raison de leur histoire familiale et du caractère ethnique des discriminations qu'ils sont souvent tenus d'affronter. Cela oblige à circonscrire l'objet d'étude, pour saisir la complexité de leur situation et parvenir à des conclusions pertinentes. Mais cela ne signifie pas que l'insertion de ces jeunes, qui ont grandi pour la plupart dans l'Hexagone et possèdent la nationalité française, relève d'une problématique de l'immigration ou de l'intégration. Leurs difficultés sont avant tout sociales au regard des obstacles de toutes sortes qu'ils doivent surmonter pour travailler. Les jeunes d'origine maghrébine, notamment, doivent souvent faire le deuil de leur promotion scolaire pour accéder à un emploi. Une petite partie d'entre eux, certes, obtient de meilleurs résultats que les jeunes d'origine française issus d'une famille d'ouvriers ou d'employés. Mais 42% des jeunes hommes et 27% des jeunes femmes dont le père est né au Maghreb sont sortis du système scolaire sans aucun diplôme, en 1998, selon Frédéric Lenné et Marez Ogba 2005-7. Et les autres sont souvent orientés dans la voie incertaine des filières tertiaires administratives, dans lesquelles ils travaillent rarement, toujours selon cette étude statistique. Tant et si bien que beaucoup de jeunes doivent trouver les moyens, soit de surmonter leur échec, soit de travailler dans une spécialité différente de leur formation, pour accéder à un emploi. Aucun des jeunes en emploi rencontrés dans le cadre de cette étude n'avait un métier en rapport avec sa scolarité initiale. Ce deuil scolaire, toutefois, n'est pas facile à faire car il oblige les jeunes à aller à l'encontre des tendances de leur génération et à remettre en cause le projet migratoire de leur famille. Beaucoup de parents d'origine maghrébine, en effet, ont émigré pour permettre à leurs enfants de réussir.
Il place de fortes attentes de promotion sociale dans la scolarité de ces derniers, selon les travaux statistiques de Yael Brinbaum et Danny Kiefer 2005. Mais ils ne sont pas sans illusion ni aveuglément, car il ne suffit pas d'aller à l'école et d'avoir la chance ou la possibilité matérielle de faire des études pour devenir cadre, ingénieur, médecin ou avocat. La démocratisation scolaire le permet en théorie. Elle offre les mêmes possibilités à tous les élèves au départ, mais elle n'est pas sans effet pervers car elle tente à rendre chacun responsable de son sort en niant les réalités sociales. Certains jeunes issus de milieux populaires réussissent effectivement, mais comment croire que tous ces enfants, issus de milieux très défavorisés, dont les parents parfois sont illettrés et parlent à peine le français, ont vraiment les mêmes chances que les autres? L'école, malheureusement, ne fait pas vraiment le nécessaire pour rétablir l'équilibre en leur faveur, mais elle entretient cette fiction et culpabilise les jeunes en difficulté. Et elle n'est pas la seule. Professeurs et parents se font mutuellement écho pour répéter aux jeunes que tout n'est qu'une question de volonté et de travail, sans réaliser les présupposés et les conséquences de ce discours. Celui-ci alimente, indirectement ou involontairement, la dévalorisation des postes situés en bas de l'échelle sociale et piège les jeunes appelés à les occuper. Les opportunités d'emploi qui s'offrent aux jeunes, toutefois, sont plus importantes qu'on ne l'imagine, lorsqu'ils parviennent à composer avec les attentes du marché du travail, sauf, et il faut le souligner, s'ils ont moins de 18 ans. Les emplois proposés aux mineurs, en effet, sont presque exclusivement des emplois en apprentissage ou en alternance. Or, les jeunes d'origine maghrébine des cités ont très peu de chances d'y accéder, en raison de l'image de délinquants potentiels qui leur colle à la peau, et dont les employeurs ne savent pas se défaire. Il existe à cet égard un risque de marginalisation important des jeunes beurs, entrés dans la vie active avant 18 ans. Mais le chômage des jeunes, au-delà de 18 ans, est essentiellement un chômage de transition, selon Olivier Galland, 1999 page 145. L'intérim offre aux jeunes des possibilités non négligeables de faire leurs preuves à partir de leur majorité, même s'ils sont non diplômés ou peu diplômés, dans la mesure où beaucoup de missions proposées n'exigent pas des connaissances particulières. Elles requièrent essentiellement des compétences qui ne sont pas liées à la possession d'un diplôme. Ponctualité, assiduité, respect des règles, investissement personnel, ainsi que force physique et endurance dans un certain nombre de cas. 8. L'animation de quartier recèle également de nombreuses possibilités d'emploi. Elle figure parmi les professions faisant l'objet de grandes difficultés de recrutement, aux côtés des métiers du bâtiment, selon les enquêtes annuelles de l'ACEDIC sur les besoins de main-d'œuvre. Les entretiens réalisés avec les jeunes montrent que l'exploitation de ces opportunités commence le plus souvent bien en amont de l'entrée dans la vie active, et qu'elle se poursuit très en aval. Ce sont les activités bénévoles qu'ont d'exercer spontanément, sans arrière-pensée professionnelle, plusieurs jeunes à partir de 15, 16 ou 17 ans, qui les ont finalement incités à s'orienter vers les métiers de l'animation sociale. C'est un deuxième échec aux examens qui a conduit Samia à commencer à travailler dans le secteur du nettoyage, et ce sont ses premières expériences de travail, très dévalorisantes, qui l'ont finalement poussée à reprendre une formation pour acquérir une qualification dans le domaine du tourisme. Cet ajustement des aspirations au possible, et au nécessaire, est au cœur de la socialisation professionnelle des jeunes. Elle s'effectue de manière progressive au travers de trajectoires d'insertion qui s'échelonnent souvent sur plusieurs années. Les entretiens effectués ont permis d'identifier deux grandes clés qui permettent aux jeunes d'entrer peu à peu dans cette logique d'accès à l'emploi, ou deux modes principaux de présocialisation professionnelle. 1. Les premières expériences de travail, qu'elles soient bénévoles ou rémunérées, qu'un certain nombre de jeunes mettent à profit une fois entrés dans la vie active pour travailler. 2. La rencontre d'un passeur neuf qui incarne un devenir professionnel possible, dans un cadre qui le plus souvent n'est pas scolaire, l'animateur de quartier par exemple, ou d'une façon plus générale, l'identification aux références professionnelles portées par les pairs en emploi, frères, sœurs, cousins ou cousines, voisins, etc. Ceci montre aux plus jeunes les situations auxquelles il est possible d'accéder sans trop déchoir, dans le cadre de l'évolution générale des emplois. Le rôle de ces passeurs va au-delà d'une simple mise en relation avec un employeur. Il autorise une certaine identification, assure une fonction de socialisation, d'ouverture à la vie professionnelle en dehors de la cité.
Mais il importe de bien comprendre que ces clés de socialisation professionnelle n'ouvrent aucune porte en elles-mêmes. Ce sont les jeunes qui, à un moment ou un autre de leur histoire, se saisissent des perches professionnelles qui leur sont tendues. Des opportunités identiques au départ ne produisent pas les mêmes effets selon les individus. Tout dépend de la manière dont ceux-ci se les approprient. Il y a, de ce point de vue, une logique interne qui anime les trajectoires des jeunes et qui constitue l'objet ultime de ce travail. Cette approche n'est pas nouvelle. Elle a été inaugurée par Chanté-Nicole Drancourt et Laurence Rouleau-Berger, 1995 page 62. En matière d'insertion, ce qui fait sens n'est donc ni l'absence d'emploi, chômage ou inactivité, ni le statut de l'activité, emploi stable, emploi précaire ou autre, mais les formes d'engagement dans lesquelles ces situations s'inscrivent. Une telle approche impose de rendre compte de l'insertion non dans le contenu des itinéraires, mais dans ce qui dynamise ce contenu, à savoir, la dynamique des trajectoires sociales des jeunes. Les trajectoires des jeunes mettent presque toujours en jeu les mêmes éléments, un temps d'inactivité ou de chômage plus ou moins long après la sortie de formation initiale, des premières formes d'emploi précaires, des périodes de retour en formation d'une durée très variable, et des passerelles plus ou moins solides vers une certaine stabilité d'emploi. Mais tous ces éléments n'ont pas le même sens selon les jeunes. Une mission d'intérim, par exemple, constituera pour certains une manière d'entrer dans l'univers de l'industrie et de la logistique, alors que pour d'autres, il ne s'agira que d'un moyen ponctuel de gagner un peu d'argent en attendant mieux. Les traits constitutifs des trajectoires ne peuvent être interprétés qu'à la lumière de la signification que les jeunes leur donnent. Mais la volonté de comprendre la logique interne de ces trajectoires ne conduit pas à sortir d'une lecture sociologique. Elle n'aboutit pas à juxtaposer des histoires individuelles dont le seul ressort serait personnel, car ces trajectoires présentent, au-delà de leur diversité, un certain nombre de traits communs, qui révèlent l'emprise très profonde des réalités sociales sur la destinée socio-professionnelle des jeunes. Elles mettent notamment à jour le poids décisif des représentations scolaires. Les jeunes doivent fréquemment prendre de la distance vis-à-vis de leur scolarité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.